Merci. On va donc passer la parole à Nadia Rosencher, qui est notre collègue de l'Académie et qui va nous parler des recommandations. Parce que justement, une des missions de nos séances de l'Académie, c'est de voir dans quelle mesure, avec votre aide, l'Académie pourrait être aidée pour proposer de nouvelles recommandations dans le milieu chirurgical pour un bon usage, à moindre risque, des bons antithrombotiques. Merci. Je voudrais dire quand même un petit bonjour à Claude Vielpeau, qui a été le président du groupe d'études de la thrombose dans l'appareil locomoteur et qui a beaucoup travaillé avec nous. Et j'ai vu. Et il est en ligne, hein, il est avec nous. J'ai vu qu'il était en ligne et donc je me réjouis. On a environ 50 personnes en ligne identifiées. Wow. C'est bien. Bon, je voudrais vous préciser que la chirurgie évolue. L'anesthésie évolue, la prise en charge de la douleur, etc. Et que donc les recommandations doivent évoluer. Les recommandations doivent évoluer en fonction de nos techniques, mais aussi et surtout en fonction des études puissantes, randomisées, double aveugle, pour ne pas faire d'erreur. Donc, je me suis focalisée sur quoi de neuf ? Ah ben, excusez-moi, j'ai encore des conflits d'intérêts, entre autres Sanofi, mais pour cette présentation, je vous promets qu'ils n'entrent pas en ligne de compte. Et comme vous voyez, je travaille avec le GIHP, qui est le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire, dont Patrick vous a parlé, qui est un groupe multidisciplinaire, francophone, avec des Suisses, des Canadiens, des Belges. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est multidisciplinaire, avec des cardiologues, des hémostasiens, des anesthésistes, des chirurgiens. Et donc, c'est passionnant. En 2011, quand nous avions fait les recommandations de la SFAR, Marc, Patrick, etc., qu'il s'agissait de recommander qu'est-ce qu'il faut faire dans une fracture de jambe, un tendon d'Achille ou une arthrodèse de cheville. Faut-il ou non faire un anticoagulant ? La question était d'autant plus pertinente que les Américains, avec la CCP, disent dans ce risque-là, il ne faut rien faire. C'est clair chez eux, dans le risque modéré, il ne faut rien faire. Alors, on a fait des méta-analyses avec Sylvie Laporte, entre autres, et on s'est aperçu qu'avec les méta-analyses ont diminué le risque de thrombose sans augmenter le risque de saignement. Et donc, compte tenu de ce résultat, on a suggéré, j'insiste sur la suggestion de plus, parce que il n'y avait pas d'études randomisées double aveugle suffisamment puissantes pour recommander. Et donc, on ne pouvait que suggérer de faire des anticoagulants. Heureusement, compte tenu de ces recos, eh bien, on a eu envie de faire une étude randomisée, double aveugle, très puissante, pour savoir si on pouvait recommander, avec un grade 1, les anticoagulants. Marc vous a parlé de l'étude Pronomos, donc c'est une étude internationale qui a réuni plus de 3600 patients où en randomisé, on a fait enoxaparine versus rivaroxaban avec un échodoppler pour voir que les thromboses proximales à la fin de l'immobilisation. On a randomisé en fonction de la durée de l'immobilisation, parce qu'on avait plus de 25 types différents d'interventions. Entre l'arthrodèse, la fracture de jambe, la fracture de cheville, etc., on a décidé de randomiser en fonction de la durée. Et vous voyez, le résultat, il n'y a pas photo, on a un bénéfice net à faire des anticoagulants et le rivaroxaban agit mieux que l'enoxaparine sans augmenter le risque hémorragique. Alors vous allez me dire, mais Marc nous a dit qu'il y avait des études qui montraient que le rivaroxaban pouvait augmenter le risque hémorragique. Alors je vous réponds deux choses. De plus en plus, on a tendance à faire le rivaroxaban le lendemain de la chirurgie, comme l'apixaban. Pourquoi ? Parce que le saignement, c'est le premier, deuxième jour, et la thrombose veineuse, contrairement à celle de Patrick, apparaît au troisième jour.
Dans cette étude, on avait dit que, comme il fallait le faire au moins 8 heures après la fin de la chirurgie et qu'il y avait beaucoup de traumatos, qu'on n'allait pas réveiller le malade pour lui donner un comprimé, mais qu'on allait le faire le lendemain matin. Et quand on le fait le lendemain matin, vous voyez, on ne perd pas l'efficacité, mais on gagne au niveau hémorragie. Après, quand on a fait ces recos en 2011, on a vu que dans l'allus valgus, l'ablation de matériel, etc., il y avait encore beaucoup de prescriptions d'anticoagulants. Et quand on faisait les méta-analyses, eh bien, on s'apercevait que non seulement l'anticoagulation ne réduisait pas le risque de thrombose, mais elle augmentait le risque hémorragique de façon significative, pas au niveau du pied, au niveau de l'estomac ou d'ailleurs. Donc on avait suggéré de ne pas faire d'anticoagulants. Malgré cette suggestion, on a vu que sur une étude, en gros, 64% des malades avaient des anticoagulants quand même dans l'allus valgus. Alors on a essayé de comprendre. Et avec le GIHP, on a fait un peu un schéma qui résume un peu tout. On part du principe que vous avez un risque thromboembolique faible et que vous n'avez aucun facteur de risque patient. Et sur la droite, on a mis tous les risques patients, le BMI supérieur à 30, l'âge supérieur à 70 ans, l'insuffisance rénale sévère, etc. Si vous n'avez aucun risque patient, eh bien, vous ne faites pas de prophylaxie, qu'elle soit médicamenteuse ou mécanique. En revanche, si vous avez un risque patient, vous faites 7 jours d'anticoagulants. Et vous voyez qu'ici en haut, on a mis le risque faible et le risque élevé pour bien séparer les risques. Et dans cette colonne, on a mis en cas d'insuffisance rénale ou en cas d'obésité. Dans tous les cas, déambulation précoce et il n'y a plus d'indication de bas de contention graduée, sauf si insuffisance veineuse symptomatique et qu'il en avait avant. Au niveau de la prothèse de hanche, prothèse de genou et les autres risques, on avait classifié en fonction du risque thromboembolique sans aucune prophylaxie. Et vous voyez qu'on peut résumer en 3 schémas. Le risque élevé, en 2011 on a rajouté le plateau tibial et la fracture du fémur. Le risque modéré, fracture du tibia, ligamentoplastie, arthrodèse, Achille, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le risque faible. Pourquoi risque modéré? Parce que, en fait, comme je vous ai dit, les Américains, la CCP, les recos internationales, recommandent de ne rien faire. Et nous, avec l'étude Pronomos, on disait que c'est utile de faire quelque chose. Mais, pour en revenir aux malades sous Plavix, aspirine, qui arrivent avec une fracture de cheville ou de jambe, s'il est dans le risque modéré, je laisse le Plavix, l'aspirine, tout ce que vous voulez, et je n'ajoute pas d'anticoagulant. Voyez pourquoi il y a un risque modéré, c'est qu'on peut opérer tout de suite les malades et on n'a pas besoin d'ajouter un anticoagulant. Et dans les autres cas, c'est le risque faible. Alors, ces recommandations 2011, c'est un peu gênant, parce qu'on avait dit l'aspirine n'est pas recommandée. Et vous voyez, c'est un grade 1. Et celle-là, elle date de 2011. Alors, quand on voit les recommandations européennes qui disent l'aspirine est recommandée avec un grade 1, 1B, d'accord, on est un peu surpris. On est un peu surpris, on se dit, mais en fait, comment ça se fait? Où sont les études? On va essayer de comprendre. Les recommandations européennes ont suscité des très vives réactions dans la communauté des anesthésistes et la communauté médicale. Et donc, la SFAR a interrogé le GIHP, qui a produit des commentaires et que je vais vous redonner. Comme je vous ai dit, on doit évoluer. Avant, on allait au bloc avec un brancard, on était opéré, on restait en salle de réveil, et puis on sortait au bout de 6-7 jours, et on faisait une thromboprophylaxie prolongée. Maintenant, parfois, ils arrivent au bloc sur une chaise, ou peut-être debout, d'accord ?
Et dès la sortie de la salle de réveil, ils peuvent marcher. On fait des prothèses en ambulatoire, hanche et genou. Est-ce que le risque est le même? Est-ce que la prophylaxie doit être raccourcie, supprimée? Quelle est la durée? Quel est le risque hémorragique? En sachant aussi que économiquement, l'aspirine ne coûte pas cher. C'est un coût vraiment important qui est diminué. Le problème du GIHP, c'est qu'on a regardé, est-ce qu'il y a eu un essai randomisé qui commence par l'aspirine versus HBPM, montrant l'équivalence de l'aspirine? Alors, suffisamment puissant, 0. En effet, Marc vous en a montré un tout à l'heure, mais il y avait 40 malades par groupe. Quand on sait qu'il y a 1% de risque de thrombose, on sait que 40 malades, c'est pas vraiment terrible. Alors on a cherché des essais randomisés, aspirine versus AOD, montrant l'équivalence 0. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors on a trouvé après l'étude EPCAT. L'étude EPCAT qui est publiée dans New England, prothèse de hanche, prothèse de genou, qui a pris 3500 patients quand même, et qui a fait rivaroxaban pendant 5 jours, et au bout de 5 jours, randomisation rivaroxaban versus aspirine. 9 jours pour les PTG, 30 jours pour les PTH. Qu'est-ce que ça montre? Que l'aspirine est aussi efficace que le rivaroxaban après avoir commencé par le rivaroxaban pour réduire les thromboses symptomatiques. Mais contrairement à ce qui était attendu, et ce que vous attendiez vous, c'est que ça ne diminue absolument pas le saignement. L'aspirine augmente le saignement, mais de façon non significative, il faut le dire. Mais vous voyez qu'il y a plus de malades qui saignent sous aspirine que sous rivaroxaban. Alors, comment ça se fait? Dans cette étude aussi, le rivaroxaban était donné le lendemain de l'intervention. Dans cette étude, les malades qui avaient de l'aspirine, déjà pour un traitement cardio, on leur redonnait de l'aspirine puisque c'était randomisé. Dans cette étude aussi, le problème, c'est qu'ils ont randomisé très peu de malades à risque. Il y avait moins de 1%, et c'est dans l'édito du New England, de malades à risque dans l'étude EPCAT. Donc forcément, si vous randomisez des malades qui n'ont pas un grand risque, le risque thromboembolique, il est diminué. La vraie solution, si vous voulez diminuer le saignement, c'est de commencer le lendemain de la chirurgie. Contrairement à l'artère, dans la veine, en post-opératoire, le saignement c'est le premier et le deuxième jour, et la thrombose n'arrive que 2 à 3 jours après la chirurgie. Quand elle arrive à J0 ou J1, c'est qu'il l'avait avant. Mais la thrombose veineuse ne survient qu'après la chirurgie. Donc, comme vous pouvez imaginer, les commentaires du GIHP adressés à l'ASFAR, c'était de dire, la littérature concernant la fracture du col n'est pas suffisante, donc on ne veut pas entendre parler de cela dans la fracture du col. D'autant plus que dans la fracture du col, il y a très souvent un facteur de risque patient, donc ça ne peut pas s'appliquer. En revanche, pour la prothèse de hanche et la prothèse de genou, dans un parcours de RAC, fast track ou ambulatoire, tel que je vais vous le définir, c'est-à-dire moins de 120 minutes de chirurgie, moins de 5 jours d'hospitalisation et marche dans les 24 premières heures. En l'absence de tout facteur de risque, les modalités d'administration de l'aspirine doivent être extrapolées à l'étude EPCAT, c'est-à-dire 5 jours d'anticoagulants, puis aspirine, dose 75 à 100 mg, sans dose de charge, et d'après les recommandations de l'ESA, avec une CPI, une compression pneumatique intermittente, pendant une durée de 9 jours pour la PTG et 30 jours pour la PTH. Évidemment, si le patient présente un facteur de risque additionnel, si le parcours de RAC n'a pas à être accompli, dans ces cas-là, on revient aux AOD, aux HBPM et à ce qu'on fait d'habitude, SFAR 2011.
Et pour simplifier les choses, on a tout fait sur un tableau. En cas de prothèse de hanche, de genou, parcours de RAC, vous voyez, les 3 trucs sont cochés, oui. Pas de facteur de risque de patient. Conditions de RAC, on peut faire 5 jours d'anticoagulants, HBPM, ce que vous voulez. Et puis après, de l'aspirine pendant 9 jours pour la PTG et 30 jours pour la PTH. En revanche, s'il y a un facteur de risque thromboembolique, on revient aux anticoagulants habituels, rivaroxaban, apixaban, fondaparinux, HBPM. Dans tous les cas, hydratation et pas de bas. Et vous voyez que sur ce tableau, vous avez tous les facteurs de risque du patient, l'insuffisance rénale et l'obèse. Conclusion pour la PTH et PTG, aucune étude randomisée avec un effectif suffisant. Marc nous a montré beaucoup d'études très convaincantes, mais c'était des registres, donc on ne fait que suggérer sur des registres. N'a été faite versus HBPM ou AOD en commençant tout de suite par l'aspirine. La seule étude EP4 donc a commencé par du rivaroxaban pendant 5 jours. Contrairement à ce qu'on attendait, les saignements étaient plus importants sous aspirine, mais non significativement. Attention aux AINS, ne pas associer l'aspirine aux AINS parce qu'ils vont agir sur le même site et les AINS vont bloquer l'aspirine si elle est nécessaire. N'oubliez surtout pas que quand on fait une prophylaxie, on veut éviter un événement sur 100 patients. Donc on peut dire 99% des patients n'auraient besoin de rien. Et c'est pourquoi je m'insurge contre les registres ou les méta-analyses avec des études de très faibles malades, enfin, nombre de malades, parce qu'on va sélectionner les patients dans ces études. Et si on sélectionne les 98% qui ont besoin de rien, eh ben, c'est plus facile. Donc si vous voulez changer une recommandation, vous ne pouvez le faire que sur une étude randomisée double aveugle avec effectif suffisant. Alors maintenant, les méthodes mécaniques. Qu'est-ce qui a évolué? Les bas de contention ou la compression pneumatique intermittente. Les bas de contention, ben voilà, c'est surtout ça. On se demande si ça ne fait pas plus garrot qu'autre chose. Ça, c'est scandaleux. Que nous dit l'HAS? Ah ben, il faudrait faire des études nécessaires parce que c'est un peu compliqué de trouver les résultats sur les bas de contention. L'HAS ne se mouille pas, elle dit qu'il faut faire des études. Alors, là, je vous présente l'étude CLOTS. C'est une diapo de Patrick d'ailleurs. C'est fait en médecine chez les patients qui avaient un AVC et on a fait bas de contention jusqu'à la cuisse versus placebo. Et qu'est-ce que vous voyez? Aucun effet sur la réduction de thrombose. Mais en revanche, ulcère cutané, amputation, problème de nécrose, 5,1% dans les bas versus 1,3% dans le placebo. Donc non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça entraîne beaucoup d'effets secondaires. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'avant on avait fait des études bas cuisse versus mollet, il n'y avait pas de différence. Après, on a fait des études 3 jours versus 1 mois, pas de différence. Forcément, en fait, il n'y a jamais de différence parce que ça ne marche pas. Donc, les recommandations évoluent. En 2011, bas de contention, elles doivent être adaptées à l'anatomie. En 2019, il n'y a plus d'indication de bas de contention élastique, effet délétère. Même les uns en 2019 against ce routine of bas de contention pour diminuer le risque thromboembolique. Donc toutes les recos maintenant sont unanimes et les bas de contention, c'est plus la peine. Alors on arrive à la compression pneumatique intermittente. Bon, il y en a, on peut éventuellement essayer de marcher, mais c'est compliqué. Et il y en a d'autres, on ne peut absolument pas marcher. Donc c'est encore plus compliqué à utiliser. Alors, une fois de plus, je reviens sur l'evidence-based medicine. Il y a 2 façons de faire de la médecine. On prend les études randomisées ou les méta-analyses ou les registres.
Et vous voyez que la différence, randomisation, peut-être que dans les méta-analyses, une série de malades sont randomisés. Mais randomisation centralisée, non. Double aveugle, pas toujours. Critères pertinents, et ainsi de suite. Et vous voyez pourquoi seule une étude randomisée peut permettre de changer les recommandations. Et je vous présente l'étude Prévent. L'étude Prévent a comparé la compression pneumatique plus prophylaxie à prophylaxie seule, avec échodoppler proximal, 2 fois par semaine, jusqu'à J28. Donc vous voyez, on compare les deux. Étude randomisée, centralisée, et ouvert mais pas d'évaluation en aveugle, bonne puissance, 2000 patients. Donc je fais confiance. Et regardez les résultats, eh bien, quand on l'associe aux anticoagulants, ça ne marche pas. Point. Quand on l'associe aux anticoagulants, la CPI ne marche pas. Elle marche quand elle est toute seule, mais pas associée aux anticoagulants. Donc les recommandations, de ne pas utiliser les bas, d'accord. Nous suggérons l'utilisation de compression chez les patients avec un risque hémorragique augmenté avec contre-indication aux anticoagulants. Là, on peut faire la CPI. Et donc, associé à l'aspirine selon les A, mais ça ne doit pas compromettre l'ambulation précoce. Conclusion. Comme vous voyez, l'évolution, elle peut se faire seulement dans 2 conditions. L'évolution de nos techniques, la mini-invasive en chirurgie, la prise en charge de la douleur qui permet aux malades de se lever immédiatement en salle de réveil, de ne pas avoir de nausées, vomissements parce qu'on n'utilise pas les opioïdes. L'évolution non seulement de nos techniques, mais aussi des nouvelles études randomisées qui peuvent faire évoluer ces recommandations. L'apparition de l'aspirine en prophylaxie, on en a parlé. La suppression des bas systématiques, on en a parlé. Il y a plus de risques que de bénéfices. Et la compression intermittente pneumatique, aucune efficacité quand elle est associée aux anticoagulants. Donc, indication, si risque hémorragique très élevé ou contre-indication aux anticoagulants. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va, compte tenu de l'heure, on va accélérer puisque les collègues se demandent si on a prévu en fait que cette session serait assez longue, mais comme les introductions ont pris un peu de temps, donc c'est normal qu'on va peut-être un peu dépasser le timing prévu qui était 18h, 18h15. Mais avec la coopération des orateurs suivants, je pense qu'on va tenir le temps. En tous les cas, merci à Nadia des précisions, ces études, fondée sur la médecine fondée sur les preuves, c'est vraiment fondamental. Hein, on ne peut pas faire autrement pour essayer d'avoir une ligne de conduite claire. Ce qui ne m'a pas paru dans les recommandations, juste un petit mot, tu as insisté sur HBPM, et il y a un moment on peut se poser la question HBPM ou les AOD, et c'était pas, est-ce qu'il y a du genre enoxaparine ou pas, ou les plutôt AOD, AOD? on l'a même seulement en orthopédie, donc moi j'essaye d'être plus général. C'est plus général, c'est pour ça. Et les HBPM, ça marche très bien partout, voilà. En orthopédie aussi. Donc c'est enoxaparine, voilà. Parfait, merci. Vous voulez la télécommande ? Très bien, donc maintenant, Et c'est pas parce que c'est Sanofi qui est là aujourd'hui.